Bienvenue à tous à ce 7e webinaire sur l'énergie éolienne organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Pour ce webinaire-là, avant de présenter notre conférencière, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R que vous voyez en haut. Puis, nous allons, si le temps le permet, là, les questions qui s'adressent à notre conférencière vont lui être adressées. Puis, pour toutes les autres questions qu'on n'aura pas le temps de répondre ou qui ne concernaient pas ce webinaire-ci, on va pouvoir mettre toutes les réponses à vos questions sur notre page Internet. Donc, ce webinaire va être animé par Madame Stéphanie Hayat, professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Et le webinaire portera sur l'acceptabilité sociale du développement éolien dans le cadre de la transition énergétique. Madame Stéphanie est spécialisée dans les études de la participation publique et de l'acceptabilité sociale. Elle parlera de la façon dont ces notions s'appliquent au contexte du développement éolien au Québec. Elle abordera notamment les facteurs d'acceptabilité de ce type de projet et les éléments de contexte qui peuvent les moduler. Donc, Stéphanie, à toi. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour discuter des enjeux et des conditions d'acceptabilité sociale de projets éoliens. Donc, le contenu que je vais vous présenter est issu de plusieurs années de recherche en collaboration avec mes collègues Corinne Gendron de l'UQAM et Alice Friser de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, c'est vraiment un contenu collectif que je vous présente ce matin. Donc, comme vous le savez, l'acceptabilité sociale, ça fait environ 20 ans qu'on en parle en contexte québécois. Cela dit, c'est une réalité qui demeure encore floue, notamment quant à la manière de l'évaluer. Alors, je pense que c'est utile quand même de revenir sur les fondements de cette notion afin de développer vraiment une vision commune de ce nouvel impératif. Impératif parce qu'on l'a vu, il y a plusieurs projets qui ont été stoppés parce qu'ils n'atteignaient pas cette fameuse acceptabilité sociale. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent de parler de cette notion, de ce concept dans un contexte de changements qui sont nécessaires, voire essentiels, mais changements qui sont aussi propices donc à l'émergence de controverses. Donc évidemment, quand on pense à la crise climatique, ça soulève de multiples enjeux, certains étant vus parfois plus prioritaires que d'autres, et parfois ces enjeux sont contradictoires. Donc, doit-on parler de mitigation ou d'adaptation au changement climatique? Doit-on parler de préservation de la biodiversité? Qu'est-ce que ça implique en matière de développement économique? On entend de plus en plus parler de sobriété. Encore une fois, il y a des impacts sur l'idée de développement économique. Les enjeux de mobilité durable, de densification soulèvent énormément de controverses sur le plan local. Donc, je pense qu'un des éléments clés sur lequel je vais insister ce matin, c'est vraiment l'idée que l'acceptabilité sociale des solutions dépend beaucoup du diagnostic commun du problème auquel elles répondent. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce diagnostic commun, il est souvent manquant. Donc, on n'a pas eu cette conversation sur la nature vraiment du problème et donc sur les solutions que ça appelait. Donc, souvent, les acteurs qui prennent part au dialogue social ou au débat ne partent pas des mêmes prémices. Alors, on va voir ensemble comment cette dynamique-là s'applique ou pas au cas de l'éolien au Québec. Donc, un petit pas en arrière, de quoi on parle? Qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Donc, je le disais, c'est un terme qui est popularisé au Québec au tournant des années 2000. C'est d'abord un terme qui a été proposé par le milieu des affaires, qui s'en est emparé un peu avec une vision un peu instrumentale. Et souvent, je n'ai rien contre les affaires, je pense qu'ils font des choses extraordinaires, mais à l'époque, en 2014, on nous conviait à un séminaire sur l'acceptabilité sociale où on nous disait assurer la réussite de vos projets par une meilleure gestion de vos parties prenantes. Donc, moi, j'ai toujours dit, des parties prenantes, ça ne se gère pas. On peut entrer en relation avec des parties prenantes, mais on ne gère pas des parties prenantes comme on gère des employés et on ne peut pas assurer la réussite d'un projet. Alors,
ce genre de discours-là qui a changé, heureusement, depuis, mais ça a quand même créé une certaine méfiance due justement à ce type d'instrumentalisation de la notion. Donc, depuis 20 ans, on a beaucoup évolué, entre autres au Québec, où on est assez précurseur, je pense, dans ces réflexions-là. Et aujourd'hui, l'acceptabilité sociale est vraiment envisagée dans une visée de démocratie participative. Donc, vous avez ici un autre exemple que je cite souvent pour montrer un peu ce cheminement collectif qu'on a fait. Donc, le Conseil patronal de l'environnement du Québec publiait en 2012 ce qui était intitulé le Guide de bonnes pratiques afin de favoriser l'acceptabilité sociale des projets. En 2022, il y a eu une nouvelle édition de ce guide qui s'intitule désormais Guide de bonnes pratiques pour favoriser des projets socialement acceptables. Donc, il y a une nuance, mais la nuance, elle est vraiment importante. Donc, il ne s'agit plus de faire passer des projets, il s'agit vraiment de nuancer les projets, de les moduler, en fait, en fonction des attentes des parties prenantes pour faire en sorte que les projets en eux-mêmes deviennent acceptables. La notion, donc, c'est de plus en plus institutionnalisé. Il y a notamment un jugement de la Cour du Québec qui reconnaît que les décideurs peuvent considérer l'acceptabilité sociale pour refuser un certificat d'autorisation. C'est donc devenu un motif valable. Il n'en demeure pas moins, comme je le disais d'entrée de jeu, que le terme demeure contesté et que son opérationnalisation reste souvent ambiguë. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de partir de la définition de l'acceptabilité sociale que propose Corinne Gendron et de la décortiquer ensemble pour justement avoir une vision commune de cet impératif. Donc, je vous lis ici la définition. L'acceptabilité sociale, c'est l'assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo. Donc, on va voir ensemble que veut dire accepter. Qu'est-ce qu'on accepte? Qui accepte? Comment on en vient à accepter? Et finalement, qui décide de l'acceptabilité? Donc, que veut dire accepter? De quoi on parle? Donc, si on revient à la définition, on parle de la question d'assentiment. Alors, cet assentiment, il peut être très formel, mais il peut souvent être tacite. Ce ne sont pas tous les projets qui aboutissent par un assentiment vraiment formel. Parfois, il n'y a pas de contestation et les projets peuvent aller de l'avant. C'est sûr que lorsque les projets s'ancrent dans une politique ou dans des débats sociétaux qui ont eu lieu en amont, ça favorise cet assentiment tacite parce qu'il y a eu ce diagnostic commun en amont et il y a peut-être eu donc un certain consensus quant au développement qui était souhaitable. Donc, il y a plusieurs avenues qui peuvent permettre ce débat sociétal en amont des projets, par exemple un BAP générique, les programmes particuliers d'urbanisme au niveau municipal, un mandat d'initiative d'une commission parlementaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu des forums qui permettent d'avoir ce dialogue social avant qu'arrivent les projets pour qu'on ait ensemble une orientation collective sur ce qu'on veut en termes de développement pour un territoire donné. Donc, la notion d'assentiment m'amène à dire aussi qu'il y a différents niveaux d'acceptabilité. Donc, un projet peut être rejeté, peut être toléré. Ça correspond un peu à cet assentiment tacite auquel je faisais référence. L'assentiment peut être plus explicite lorsqu'il y a vraiment un soutien explicite, verbal à l'endroit d'un projet. Et enfin, le dernier stade, le niveau ultime, c'est le niveau de l'appropriation, où finalement les populations ont été tellement investies dans la conceptualisation, dans le développement d'un projet, que ça devient leur projet. On peut penser dans l'éolien, par exemple, les projets qui se font en partenariat avec les municipalités, ça pourrait peut-être atteindre éventuellement ce genre de niveau. L'acceptation sociale, l'acceptabilité sociale, c'est une acceptation qui est donc évolutive. Donc, c'est pas parce qu'à un temps X, on rejette ou on accepte que ce sera la même chose au temps Y, d'où l'importance d'avoir ce lien constant avec les parties prenantes tout au fil des différentes étapes d'avancement d'un projet. Si on regarde l'actualité récente, on voyait pas plus tard ce matin dans la presse un sondage Somme qui annonçait que les Québécois, Québécoises seraient désormais plus favorables aux pipelines, aux projets d'Énergie-Est ou de TransCanada ou de GNL qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça illustre cette idée que l'acceptabilité sociale, on ne la gagne pas, puis on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers ensuite par la suite, puisque c'est vraiment une notion qui est évolutive. Un petit mot sur la notion de permis social d'opérer, qu'on utilise souvent comme synonyme à l'acceptabilité sociale. Mes collègues et moi estimons que cette notion-là, ça traduit
moins bien cette dimension dynamique qu'on vient d'évoquer, puisque la notion permis, ça évoque plutôt une série de conditions à remplir. Donc, on privilégie l'expression acceptabilité sociale sur celle de permis social d'opérer. Donc, on a vu ce que ça veut dire accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'on accepte? Ben, on accepte un projet. Et on accepte donc à la fois sa faisabilité technique, sa faisabilité financière, le fait que le projet respecte les règles, respecte les lois, mais surtout, on accepte la pertinence du projet, hein, le fait que le projet réponde à un diagnostic, hein, parce que la définition de l'acceptabilité sociale qu'on utilise fait référence au statu quo. Le projet doit être vu comme une alternative supérieure au statu quo. Donc, pendant longtemps, je vous dirais jusque dans les années 70, les faisabilités techniques, financières, régulatives étaient suffisantes, hein, pour faire valoir la légitimité d'un projet. Or, les choses ont bien changé et aujourd'hui, on se questionne sur la raison d'être, la pertinence, le fait que le projet répond ou pas à une problématique réelle et l'espèce d'analyse coût-bénéfice, hein, où on dit, ben, est-ce que les risques en valent vraiment la peine? C'est un peu tout le débat qu'on a actuellement, je pense, autour du projet de Test Canada, où on dit, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine, hein, d'avoir un parc éolien de plusieurs dizaines d'éoliennes pour produire de l'hydrogène? Est-ce que c'est vraiment ça la solution d'avenir? Donc, c'est vraiment la pertinence, le fait que le projet répond ou pas à un diagnostic qui est questionné ici. Maintenant, qui accepte? Ça, c'est la question, hein, que souvent les promoteurs se posent. Ils proposent des réponses. Évidemment, la population qui accepte, c'est d'abord celle qui est présente sur le territoire visé, évidemment. Cela dit, quand on discute de projets intangibles ou de projets qui soulèvent des enjeux sociétaux beaucoup plus larges, ben, ça fait appel à un éventail beaucoup plus étendu d'acteurs et d'actrices. Donc, je vous ai mis ici une photo d'un barrage hydroélectrique. Bien sûr que les populations locales ont leur mot à dire devant un tel projet, mais je pense qu'à l'échelle du Québec, il y a aussi des acteurs et actrices qui vont se sentir interpellés par un tel projet. Et dans des cas comme ceux-là, ben, la population qui accepte, c'est celle qui est concernée par les enjeux soulevés, hein. Donc, le périmètre de la population touchée est variable en fonction des projets. Je vous ai mis ici une autre image, celle du projet éolien des neiges, secteur Charlevoix. Ben, bien sûr, la population locale doit accepter, mais il ne serait pas étonnant, et bon, on est encore dans les débats autour de ce projet-là, mais on peut penser que des groupes environnementaux qui s'inquiètent de la survie du caribou veulent s'investir et estiment qu'ils ont le droit de se prononcer par rapport à l'acceptabilité de ce projet. Donc, quoi qu'il en soit, tous les acteurs doivent construire leur légitimité à intervenir dans les débats. Et je vous disais, le périmètre de qui accepte est variable. Bien, en fait, ça dépend justement de cette construction de légitimité. Donc, pour revenir aux populations locales, bien, c'est sûr qu'elles partent, hein, ces populations, d'un argument de proximité. Pendant longtemps, on a associé ces arguments de proximité au fameux syndrome pas dans ma cour, hein, ou NIMBY, not in my backyard, pas dans ma cour. Mais en fait, il faut se demander, est-ce que c'est vraiment à ça qu'on fait face ou est-ce que la réaction des populations locales ne traduit pas un malaise plus profond envers le projet ou envers les valeurs qu'il sous-tend? Donc, je vous ai mis ici deux images. La première, un peu à droite, là, qui est un peu floue, c'est celle du casino de Montréal. Si vous vous rappelez, c'est au début de toute la discussion autour de l'acceptabilité sociale en 2005, donc au Québec. Il était question de déménager le casino de l'île Notre-Dame au quartier Pointe-Saint-Charles. Les populations locales, un groupe communautaire notamment de ce quartier, se sont opposées vivement. Mais il ne s'agissait pas d'un syndrome pas dans ma cour. Dans ce cas-là, c'était beaucoup plus profond. On questionnait la légitimité d'un projet qui mettait de l'avant les jeux de hasard, hein, sachant qu'il y avait quand même des problèmes de jeu dans le quartier où le déménagement était projeté. Donc, on touchait aux valeurs. Si on revient au cas des éoliennes, ben, peut-être que la protection du territoire agricole peut être élevée au rang de valeur. Donc, on n'est plus juste dans une réaction de pas dans ma cour, mais on est vraiment dans quelque chose de plus profond. Et c'est important de se demander justement quel est le genre d'opposition à laquelle on fait face parce que
le type d'opposition ne va pas nécessairement commander le même genre de réaction. Alors, si vraiment la contestation ou la controverse est liée aux nuisances que génère le projet, bien à ce moment-là, on peut penser à des compensations. Si le niveau d'opposition est un peu plus profond et touche les paramètres du projet, trop d'éoliennes, trop proche des maisons, ben là, on peut peut-être penser à des compromis, hein, où on va essayer de redéfinir les contours du projet. Tout ça en tenant compte donc des principes de justice environnementale. Et souvent, ces réactions-là, donc liées aux nuisances et aux paramètres, sont beaucoup liées justement au sentiment d'injustice et à l'idée qu'il y a beaucoup d'impact localement pour des bénéfices, hein, qui vont être générés ailleurs à l'échelle du Québec, alors que les impacts vont être subis de façon très concrète. Donc, 2 niveaux de controverse. 3e niveau, ben, c'est un peu ce que j'évoquais. Parfois, c'est vraiment la raison d'être, hein, du projet qui est remise en question. Et là, ça touche les valeurs. Et des valeurs, ça ne se négocie pas dans le court terme. Ça peut changer, des valeurs, ça peut évoluer. Mais dans le court terme, on ne va pas avoir la même approche si on fait vraiment face à un conflit de valeurs. Donc, c'est important de décortiquer le genre d'opposition à laquelle on fait face, le genre de controverse à laquelle on fait face. Souvent, ce qu'on a vu à travers les différents projets qui ont fait débat au Québec, c'est que les populations locales tentent de se distancer par rapport à la réaction du pas dans ma cour pour justement pouvoir mettre en avant le conflit de valeurs. Donc, de l'argument de proximité, on va exercer ce qu'on appelle une montée en généralité qui vise donc à transformer un problème spécifique en un enjeu général à travers un recadrage discursif. Je vous ai mis ici une photo de la contestation du projet éolien de Saint-Valentin en Montérégie, où vraiment on a vu cet argument-là autour des terres agricoles comme valeur émerger, alors que les opposants au projet disaient on est en train de sacrifier les meilleures terres agricoles du Québec, on sacrifie le garde-manger du Québec au profit d'un projet de parc éolien qui devrait avoir lieu ailleurs qu'ici. Donc, ce mécanisme de montée en généralité qui est très efficace sur le plan communicationnel, bien, ça permet justement d'aller chercher d'autres acteurs, de rallier d'autres acteurs qui sortent un peu du périmètre immédiat du projet. Souvent, ce sont des organisations de la société civile qui vont se rallier et puis ça va permettre aux opposants des projets de déclarer qu'ils ont une meilleure représentativité. On ne fait plus face à une poignée d'opposants locaux. Il y a vraiment un mouvement, hein, qui s'initie en opposition donc au projet. Souvent, il y a des arguments de nature émotive qui vont être jumelés à cette montée en généralité pour toucher un nombre élargi de personnes, notamment en faisant appel à l'empathie ou au sentiment d'injustice. Dans cette montée en généralité, souvent, il y a de nouveaux acteurs qui vont être mobilisés et qui vont pouvoir apporter une contre-expertise, hein, qui va venir en appui finalement au point de vue des populations. Et bien sûr, bien, le ralliement d'acteurs considérés comme crédibles va favoriser donc la construction de la confiance à l'endroit du discours des populations. Je reviens au cas du casino à Montréal. Bien, rapidement, la direction de la santé publique de Montréal a pris appui, hein, a pris fait et cause avec les opposants, avec les groupes communautaires pour s'inquiéter des effets du projet sur la santé publique. Donc, on a vu que qui accepte, hein, c'est pas si simple la réponse à cette question. Maintenant, comment on en vient à accepter? Ben, sans surprise, hein, je l'évoquais d'entrée de jeu, la participation publique, c'est vraiment vu aujourd'hui comme un vecteur d'acceptabilité. Je vous disais, dans certains cas, il n'y a pas de participation parce que les projets sont acceptés d'emblée, mais c'est assez rare. Généralement, les populations veulent quand même avoir voix au chapitre. Donc, ça, c'est intéressant, puis je pense qu'on le voit encore dans l'éolien, pardon. Devant cette volonté participative, les promoteurs ont un réflexe, hein, ont tendance à vouloir informer et convaincre. En communication, on appelle ça le recours au modèle du déficit, hein. L'idée étant que les populations s'opposent ou sont inquiètes parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles ne connaissent pas les risques. Donc, on va leur expliquer et ça va faire en sorte que les gens vont se rallier, on va déconstruire les perceptions du risque. Donc, ça fait appel
à des modèles de communication plutôt unidirectionnels où le promoteur explique finalement que les risques sont tempérés ou contrôlés, etc. Or, ce que les études montrent très clairement, c'est que ce modèle-là du déficit, c'est inefficace quand les populations estiment qu'il y a des risques. Ça ne va pas les convaincre, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, quand il y a des risques qui sont peu connus, qu'on n'est pas certain de la façon dont ça va se dérouler, ce genre d'approche communicationnelle, c'est susceptible en fait de braquer les populations et de les mobiliser davantage. Donc, pourquoi les promoteurs ont souvent recours à ce réflexe d'informer et de convaincre? Ben, ça fait appel un peu à la prémisse que, c'est ça, que les citoyens s'opposent parce qu'ils ne savent pas. Et ça ne reconnaît pas que le savoir citoyen permet souvent de bonifier le projet. Souvent, il y a une connaissance très intime du territoire qui fait en sorte que le promoteur n'avait pas vu certains aspects. Et donc, ça peut vraiment, réellement bonifier le projet. Ça peut mettre en lumière des éléments problématiques qui peuvent souvent facilement être corrigés, mais encore faut-il qu'ils soient connus. Donc, cette participation permet ça. Or, c'est ça, comme je le disais, le promoteur parfois a tendance à discréditer le citoyen plutôt que de prendre le temps de l'écouter. Donc, les modèles participatifs que j'évoque ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus plus ouvert et qui va permettre donc à ces expressions citoyennes, souvent c'est des énoncés qui prennent la forme de sens commun. Les gens vont dire, il y a telle route qu'on prend pour aller à tel endroit ou à ce territoire-là, on s'en sert pour tel événement, on ne veut pas qu'il soit altéré, etc. L'idée, c'est vraiment de traduire ce type d'information, de savoir citoyen en paramètres techniques du projet, d'intégrer donc les savoirs citoyens en paramètres techniques du projet. Et il y a toute une série de forums délibératifs là, qu'ils soient requis ou non par la loi, qu'on peut mettre de l'avant pour encourager ce genre d'ouverture du processus. Il y a toute une littérature sur les différents dispositifs participatifs, leurs forces, leurs faiblesses, etc., qui peut être mobilisée ici. Et ce que ça donne, ça donne deux grands types d'apports issus de cette participation citoyenne. D'abord, il y a vraiment le genre d'apport qui va clarifier les enjeux et qui va permettre de développer des solutions potentielles. On a beaucoup vu ça lors de la commission parlementaire spéciale sur l'aide médicale à mourir, où les populations apportaient vraiment des points de vue et des solutions. Donc, à un niveau plus terre à terre, je dirais, ça peut être de dire, ce territoire-là est super convoité, la route ici, pas question d'y toucher. Par contre, peut-être qu'on pourrait passer par ce chemin-là. Donc, ça peut être des propositions très, très concrètes comme ça. L'autre type d'apport de la participation citoyenne, ça peut permettre quand même de partager des éléments de contexte. Alors, ça ne va pas nécessairement générer des solutions, mais ça va permettre d'aplanir l'ensemble des arguments, de partager des éléments de contexte, peut-être de faire évoluer les normes sociales et aussi de développer la capacitation des groupes à prendre part à ce genre d'exercice. Évidemment, ce n'est pas magique et ce n'est pas simple. Donc, les modèles participatifs, comme je le disais, par rapport au modèle du déficit, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est à privilégier, ce sont ces modèles participatifs, mais c'est sûr qu'il y a des défis. Parfois, il y a des points de vue divergents au sein même de la population. On le voit souvent d'ailleurs dans les projets d'éoliens. Les villégiateurs versus les résidents qui sont là à l'année n'ont pas nécessairement la même vision, le même attrait pour les redevances par rapport à la tranquillité d'esprit ou par rapport à l'intégralité du paysage. Et comme on le disait, les consensus sont appelés à évoluer dans le temps. Donc, un consensus au temps X ne sera peut-être pas le même au temps Y. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est finalement la pluralité d'éléments qui permettent de construire l'acceptabilité sociale. Parce que l'acceptabilité sociale, donc, c'est vraiment une construction qui émane du discours, des points de vue des différents acteurs. Donc, je vous mentionnais l'importance du diagnostic partagé en amont. Et ensuite, du côté du promoteur, le promoteur doit montrer la faisabilité technique, financière de son projet, le respect des normes, mais surtout la pertinence du projet comme réponse à ce diagnostic commun. Dans le processus, c'est important donc d'avoir cette ouverture au savoir citoyen, à la participation. Et la question de la confiance envers le promoteur, je ne l'ai pas touché beaucoup, mais c'est un élément quand même central dans la construction de l'acceptabilité. Du côté des parties prenantes, comme je le disais, les parties prenantes doivent construire leur légitimité à intervenir dans la discussion. Donc, évidemment, en mettant de l'avant des arguments de proximité, mais aussi
en passant par le mécanisme de la montée en généralité pour aller rallier un groupe élargi de parties prenantes, et donc pouvoir faire valoir que le point de vue est représentatif d'une partie importante de la population. Et comme je l'évoquais, la mobilisation d'une contre-expertise est souvent importante pour bâtir la crédibilité envers les parties prenantes et bâtir la confiance à leur endroit. Autre question qui soulève beaucoup de débats, qui décide ultimement de l'acceptabilité? Donc, une chose à dire, c'est que tous les opposants n'ont pas à se rallier pour qu'il y ait acceptabilité sociale. Souvent, la controverse va finir par s'apaiser, soit parce qu'on abandonne le projet, ou soit parce que les opposants estiment que l'enjeu ne vaut plus l'effort de mobilisation. Donc, il y a une espèce d'acceptation qui se fait, ou encore parce que le poids des opposants devient marginal par rapport au consensus sociétal. Donc, on va alors estimer que le jugement collectif, il est favorable au projet. Et ultimement, ce sont les autorités politiques, qui vont évaluer justement la nature de ce jugement collectif à l'endroit du projet, qui vont dire, oui, je pense que là, on a un jugement collectif favorable ou défavorable. Donc, ultimement, dans le contexte actuel, ce sont les autorités politiques qui ont vraiment le rôle d'arbitre, qui vont donc générer ou donner les autorisations, les permis, qui vont changer la législation pour que le projet puisse aller de l'avant. Donc, la confiance envers les autorités, elle est cruciale parce qu'on doit avoir confiance comme population que les autorités vont avoir une évaluation objective et impartiale du jugement collectif en présence. Si cette confiance-là envers les autorités, elle n'est pas là, c'est la décision qui va devenir inacceptable en sa face même. Donc, en résumé, vous avez vu, il y a plusieurs facteurs qui permettent de construire l'acceptabilité sociale. Je les divise en deux. Donc, il y a des facteurs structurels, donc le projet, la nature du projet, y compris sa gouvernance. Donc, dans la littérature, notamment sur l'éolien, on voit que les projets en partenariat avec les communautés sont effectivement plus facilement acceptés. La technologie sous-jacente au projet. Donc, dans l'éolien, on a quand même une technologie qui commence à être bien connue. Qui est considérée comme une énergie renouvelable, donc une technologie verte, donc ça, c'est favorable. Ensuite, il y a les impacts du projet sur le cadre de vie. Et ça, ça varie d'un cadre de vie à l'autre. Donc, c'est un facteur structurel, mais qui peut varier en fonction du contexte. Et la notion de justice environnementale qui intervient ici. Les caractéristiques du milieu d'accueil, la confiance à l'endroit du promoteur. Maintenant, les facteurs conjoncturels, la capacité de mobilisation des communautés d'accueil, les changements d'échelle qui peuvent être opérés avec ce processus de montée en généralité, la mobilisation de contre-expertise et finalement, l'ensemble du processus, donc la participation, le niveau de transparence, la confiance envers les élus qui, ultimement, jugeront de ce jugement collectif. Donc, deux types de facteurs, plus des conditions spécifiques qui sont parfois demandées par les populations, donc les compensations, les compromis auxquels on faisait référence. Et c'est donc à partir de tout ça qu'on va déterminer si l'acceptabilité sociale, elle est là. Donc, l'acceptabilité sociale comme résultat qui est basé sur une évaluation, je dirais, subjective des dynamiques en présence. Donc, il n'y a malheureusement pas de recette unique, mais il y a quand même des facteurs que vous avez ici qu'on peut envisager comme principe fondateur de l'acceptabilité sociale. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que je vais départager mon écran. J'ai un peu dépassé, mais je pense qu'on a encore un peu de temps pour quelques questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était vraiment intéressant, très clair. Donc, on a quelques questions pour toi. Donc, les gens des régions ont souvent la perception que la population urbaine est plus écoutée ou entendue. Est-ce le cas selon toi? Et si oui, pourquoi? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a quand même un phénomène médiatique auquel on fait face actuellement. On fait référence souvent à la montréalisation des médias. Donc, avec l'écosystème médiatique ne va pas bien actuellement. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de postes de journalistes qui sont coupés en région. Alors, c'est sûr que ça influence quand même sur, je pense, les points de vue qui sont mis de l'avant.
J'essaie de faire une réponse courte, mais je vous ramènerai quand même à l'idée de construire. Les acteurs et actrices en présence doivent construire leur légitimité à intervenir dans le débat. Et peut-être que les groupes environnementaux de Montréal sont mieux outillés pour construire cette légitimité-là et connaissent bien les mécanismes et les fils sur lesquels tirer pour construire cette légitimité-là. Donc, peut-être qu'on les entend plus par rapport aux gens en région. C'est une possibilité. Prochaine question. Donc, chez les groupes pour lesquels les valeurs environnementales sont très fortes, il y a généralement un consensus sur la nécessité de lutter contre les changements climatiques et d'effectuer la transition énergétique. Or, ce même groupe décrivent souvent les projets éoliens ou hydrauliques en raison décrit souvent les projets éoliens ou hydrauliques en raison de leurs impacts environnementaux. Comment expliquer ce paradoxe? C'est un vrai paradoxe parce qu'il y a, puis la littérature le montre très bien, en général, les populations, pas juste ici, partout dans le monde, sont en faveur du renouvelable comme principe, mais lorsque le projet arrive dans le milieu d'accueil, c'est là où le bas blesse. Et c'est vraiment l'idée des niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau global, on est pour, mais pour faire cette transition au niveau global, on a aussi des projets qui vont générer des impacts au niveau local. Et donc, la question des coûts-bénéfices, c'est un peu ça aussi, c'est de voir est-ce que les impacts au niveau local en valent la peine par rapport aux bénéfices globaux. Et là intervient aussi la notion de justice environnementale où les populations disent on veut bien faire notre part, mais pourquoi c'est nous qui subirions tous les impacts locaux pour un but ultime? Alors, c'est un vrai paradoxe qui n'est pas facile à résoudre et on le voit beaucoup aussi avec la protection de la biodiversité. On avait notamment ce débat-là autour de Nordvolt, là, on sort un peu de l'éolien, mais l'idée c'était de dire on va avoir une usine de production de batteries électriques, ça va servir l'objectif global, mais localement, entre-temps, on détruit de la biodiversité pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment un paradoxe qui montre qu'on joue ici sur deux plans. Oui, vraiment intéressant. Comment peut-on évaluer de manière rigoureuse l'acceptabilité sociale d'un projet en tenant compte des groupes qui ne s'expriment pas publiquement? C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Puis j'aime bien votre question parce que ça me permet d'ouvrir la porte à la question des référendums. Je sais qu'il y a des groupes qui prônent le recours au référendum pour justement permettre à tous et toutes d'avoir une voix égale dans le processus. Ma tête est pas tout à fait claire là-dessus, mais pour moi, il y a quand même un risque. Comme je vous l'ai dit, les contours de qui a la légitimité de prendre part au débat sont à construire à chaque fois. Donc, si on fait un référendum sur le projet des neiges, secteur Charlevoix, est-ce que les gens de Montréal ont leur mot à dire parce qu'ils sont concernés par les caribous? On s'arrête où? Et on est quand même dans un système de démocratie représentative où on a des éléments de démocratie participative qui permettent d'éclairer les élus. Mais ultimement, on a quand même élu des personnes pour qu'elles prennent des décisions. Alors, c'est un peu l'équilibre à trouver. Donc, et on le voit bien, je finis avec ça, mais on le voit bien dans les exercices participatifs qu'effectivement, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là. Souvent des têtes blanches, âgées, hein, des personnes retraitées. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs très novateurs qui sont développés pour essayer d'aller rejoindre d'autres types de publics, mais c'est une réalité que ce sont souvent les mêmes personnes qui s'expriment. Pour avoir participé au dernier BAP là, sur des projets éoliens, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient vraiment des apports vraiment aussi très structurés et intéressants, là. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup comme vous dites, là, de têtes blanches, mais en tout cas, j'avais été agréablement surprise de voir la participation des jeunes au débat public. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens-là, notamment de la part du BAP, pour vraiment avoir un rayonnement, pour que les gens comprennent qu'ils ont leur place, puis pour aussi avoir des mesures de participation qui facilitent la participation des gens qui n'ont pas le temps le soir nécessairement d'aller Oui. se pointer dans une audience publique. Tout à fait. Mhm. On a une autre question. Des référendums municipaux ne serait-il pas le meilleur moyen de mesurer l'acceptabilité sociale? Je pense qu'on l'a un peu abordé, mais je te laisse compléter. Ben ouais, c'est ça, j'y ai touché. Pour moi, il y a quand même j'ajouterais une chose par rapport à ce que j'ai déjà dit. Je pense que les référendums, si on les mobilisait avec toutes les précautions à prendre sur les contours qui doivent vraiment être bien réfléchis, il faut aussi s'assurer d'avoir le dialogue social en amont.
Parce qu'une décision atomisée, le citoyen, la citoyenne toute seule derrière son écran, n'a nécessairement pas la même vision que quelqu'un qui a pris part à des exercices d'échange collectif. Et puis bon, je suis une prof en communication, là, donc c'est la prof qui parle, mais lorsqu'on est dans un lieu d'échange, on est vraiment dans des mécanismes d'inter-influence, hein. On va essayer de convaincre, mais on va aussi écouter ce que l'autre personne dit. C'est le propre du dialogue d'être inter-influencé. Alors, les mécanismes collectifs qui ne passent pas derrière le clic derrière un écran, là, par le clic derrière un écran, ces mécanismes-là permettent vraiment de mettre à plat les arguments, peut-être de les hiérarchiser, de voir les arguments qui ne sont pas pertinents et de faire évoluer un petit peu la vision collective par rapport à un enjeu. Alors, le référendum, s'il arrive à la toute fin de ce processus-là, peut-être, mais il ne peut certainement pas arriver avant qu'on ait eu cette discussion collective. Et la question de qui vote, pour moi, elle est quand même fondamentale parce que des éoliennes à, je sais pas, 100 pieds dans les airs, je veux dire, si on fait voter simplement les citoyens et citoyennes de la municipalité, qu'en est-il de la municipalité voisine qui va quand même voir les mâts? C'est pas si simple. Pour moi, c'est quand même pas une solution magique, même si on aimerait ça que ça puisse être le cas peut-être. de trouver la solution magique. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous pensez des sondages? Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un sondage, c'est la personne derrière son écran, donc tout l'exercice de discussion, de dialogue, d'inter-influence n'est pas là quand on fait juste répondre à un sondage. Donc, c'est un petit peu la même chose que pour les référendums. Je pense que s'il y a un processus collectif en amont, puis qu'ultimement, on en arrive avec un sondage, peut-être, mais la même question se pose. OK. Qui doit voter au sondage? Jusqu'où on élargit le périmètre de ceux et celles qui ont voix au chapitre si on lance un sondage? C'est pas si simple à déterminer. Parfait. On avait une autre question. Est-ce que les Québécois ont une plus grande sensibilité que les autres Nord-Américains face à l'acceptabilité sociale? Et est-ce que cela est un avantage ou un désavantage pour le Québec? Ben moi, je pense que c'est un avantage. Est-ce qu'on a une plus grande sensibilité? Honnêtement, je ne sais pas. Les dynamiques qu'on voit ici, je parle à des collègues, on les voit partout. Parfois, on n'appelle pas ça acceptabilité sociale, on va avoir d'autres terminologies, mais les contestations sociales, on en a vu en France, je pense qu'on en voit dans le reste du Canada également. Donc, je ne suis pas sûre que le Québec soit vraiment spécifique là-dessus. Euh, pour moi, c'est une bonne chose parce que souvent, ça permet d'améliorer les projets. Et on l'a vu, puis je sais que le temps file, mais on l'a vu par le passé. Je veux dire, il y a des projets qui ont vraiment été améliorés à la suite de la contestation sociale parce que ça a généré des solutions. Et puis, il y a des projets qui ont été rejetés puis qui étaient des mauvais projets. Alors, pour moi, c'est une bonne chose qui pose des défis, des enjeux, mais on ne peut pas reculer. On doit composer avec ces dynamiques-là aujourd'hui. Vraiment, les personnes posent des excellentes questions, mais il va vraiment falloir qu'on mette fin au webinaire. Donc, merci encore beaucoup, Stéphanie. Je vais présenter le prochain webinaire, donc, qui sera animé par Frédéric Côté, qui est directeur général chez Energica. Ce webinaire-là va avoir lieu le 27 février à 11h30. La conférence portera sur la technologie éolienne. L'animateur expliquera la technologie éolienne en s'intéressant particulièrement aux principes de fonctionnement, aux composants et aux principaux modèles éoliens, ainsi qu'à l'évolution de la technologie. Il abordera également les parcs éoliens en termes de composants, de type de parc et de la place des gisements éoliens dans le mix énergétique québécois. Donc, merci à tous de votre présence et merci encore. Avec plaisir. Merci.